Bienvenue à cet atelier sur l'alimentation émotionnelle. On commence tout de suite par pourquoi tu es là en fait. Normalement, tu es là parce que c'est un peu quand même chaud pour toi de ne pas grignoter, de pas craquer régulièrement sur certains aliments et tu as un souci avec ton poids, que ce soit le fait de ne pas arriver à rester mince ou de pas arriver à mincir. Moi, ce soir, je vais t'expliquer comment je fais pour que mes clientes aient des résultats, comment elles font pour mincir et se sentir mieux dans leur corps. Et il faut savoir tout de suite que dans ma manière de fonctionner, je ne fais pas faire de déficit calorique, jamais. Je ne fais jamais ajouter de sport. Il y en a qui en font déjà, mais en tout cas, on n'en ajoutera pas particulièrement. Et on ne retire aucun aliment du quotidien. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est ma manière de voir les choses et c'est comme ça que mes clientes ont des résultats. Donc, je pars du principe que si tu continues l'atelier, c'est que tu es d'accord avec ça ou que tu es curieuse et que tu as envie d'en savoir plus. On parle vraiment de reconnexion à soi, de répondre à ses besoins, qu'ils soient nutritionnels ou émotionnels. Les deux sont très, très, très importants. Donc, on va aussi parler de la culpabilité et on va commencer par cette petite liste. Je voudrais savoir, là, est-ce qu'il y a au moins une chose, voire plusieurs, que tu coches? Est-ce que tu es ballonné? Est-ce que tu as un sommeil qui est plutôt troublé? Tu es stressé? Tu te sens fatigué? Tu as plutôt des pensées de rumination qui vont à 100 à l'heure que tu n'arrives pas à gérer? Ton transit est pas ouf? Tu as des sautes d'humeur? Tu grossis à peine tu bouffes un truc? Tu penses à la nourriture H24 et tu ne sais pas quand tu as faim ou quand tu plus faim. Donc, pose-toi la question, en lisant cette liste, combien est-ce que de cases je coche? C'est hyper important parce que je vais t'expliquer dans un instant qu'en fait, tout ça, ça nous donne un indice sur le fait que tu manges pas assez. Et je préciserai plutôt, tu manges pas convenablement par rapport à tes besoins. Et ça, ce sont tous les signes, qu'il y en ait un ou plusieurs, d'un métabolisme qui est ralenti. OK, il y a des gens qui en cochent 7, d'autres 5. C'est vraiment, toi, en fait, dis-moi comment tu te sens vis-à-vis de ça? Et quel rapport avec les émotions? Comme tu manges pas bien par rapport à tes besoins, tu as déréglé plein de trucs et notamment ton microbiote, tu as des carences, tu as stressé ton organisme et aussi tu as développé un besoin d'apaisement immédiat parce que tous tes voyants sont au rouge, en fait. Avec les pensées obsessionnelles, l'hypervigilance, cette instabilité dans l'humeur, cette hypersensibilité, ça a aussi une incidence sur ton estime de toi. OK? C'est dans les 2 sens. L'estime de soi va créer des comportements. Certains comportements vont abîmer l'estime de soi ou au contraire l'améliorer. Donc, si tu manges pas assez, ton corps a 2 réactions. OK? La première, c'est qu'il va stocker. Il va faire des réserves. C'est logique. Si tu dois manger, par exemple, 2200 calories, mais que tu en manges que 1600 dans l'espoir de mincir, donc non seulement il va s'adapter à la baisse, mais en plus, il va mettre de côté dès que tu manges un tout petit peu plus. Parce que ce 1600, ça devient sa norme. Donc, il va mettre de côté dès qu'il sait un peu plus que ce que tu lui donnes au quotidien. C'est pour ça que le déficit calorique ne marche pas sur le long terme. OK? Donc, moi, en plus, je suis persuadée que tu te dis que c'est pas ton cas, que tu manges bien trop. Peut-être que c'est vrai et dans ces cas-là, en effet, ton corps met de côté parce qu'il sait pas quoi en faire, il va pas, évacuer le trop plein, ça ne marche pas comme ça. Mais je te rappelle quand même qu'il y a de grandes chances que tu ne manges pas assez ou pas convenablement par rapport à ton corps et que c'est pour ça que tu causes, tu as compris? Tu coches, certaines cases, OK? La deuxième réaction qu'il a, c'est qu'il se rebelle. Il reprend les rênes de manière très violente et incontrôlable parce qu'il en a plein le fion d'être maltraité, en fait. Il vit en mode survie depuis peut-être des années et il a tellement peu d'énergie pour fonctionner, qu'il fonctionne, comme il peut et c'est pour ça que tu as, souviens-toi, les ballonnements, le stress, le sommeil altéré et cetera. Donc comme il va prioriser sa survie, parce qu'il est quand même, son but dans la vie, c'est d'être vivant, mais c'est pas de rentrer dans un magnifique bikini. Et au moindre signe de faiblesse de ta part, que ce soit la vigilance ou le moral ou quoi, il va tout faire péter. OK? Là, j'ai le souvenir d'une nana que j'ai eue en suivi où au tout début, elle me disait qu'elle mangeait 1 paquet de Haribo par jour. Je crois que c'était les crocodiles. Et en préparant cet atelier, je suis allée regarder les notes que j'avais prises au tout début et elle m'avait dit qu'elle mangeait une banane au petit déjeuner. Après, elle allait nager régulièrement. Elle mangeait à nouveau une banane à 10 heures. Ensuite, elle avait poulet et pommes de terre le midi, une orange, un kiwi
Et le soir, à nouveau, poulet, cuisses de poulet et pommes de terre. Et elle culpabilisait déjà de manger comme ça, parce que manger des patates avec de l'huile, c'est gras et c'est mauvais. Manger des fruits, c'est sucré. Bon. Et elle pensait qu'elle prenait du poids et qu'elle n'arrivait pas à mincir, surtout parce que, elle mangeait trop. Donc on a calculé ensemble et son besoin, elle, c'était 2000 calories par jour. Bon, est-ce que tu sais, par rapport à la journée que je t'ai énoncée là, qu'elle a eue, combien ça fait de calories à peu près? Eh ben, moi, j'ai calculé, j'ai mis ça là exprès pour toi maintenant, dans l'application. Tu vois, on est à 936 calories. Donc je te bullshit pas, hein, j'ai rentré ça exprès pour te montrer et bah, même en rajoutant son paquet de Haribo à 700 calories, bah, tu vois, elle arrivait même pas à son besoin, final quoi, d'apport. OK? Donc bref, ce soir, on va parler des émotions, mais comme mon job, c'est de bosser sur la relance du métabolisme, je voulais quand même que tu prennes conscience de certaines choses d'emblée. OK? Donc, pourquoi toi, tu manges pas comme les autres? Comment ça se fait? Eh ben, alors, déjà à la base, on mange pour se nourrir et s'apporter de l'énergie. OK, mais pas que. On mange aussi pour expérimenter du plaisir, qu'il soit au niveau social, gustatif, émotionnel. Mais si toi, tu es là ce soir, c'est parce qu'il y a un truc qui est parti en cacahuète, en fait. Tu ne manges pas forcément pour te nourrir, toi. Tu manges pour remplir un vide. Parce que tu es fatigué. Pour avoir du réconfort. Pour te sentir mieux. Et au fond de toi, tu cherches quelque chose. Et spoiler, hein, ce n'est pas dans un biscuit que tu vas le trouver. Je n'ai jamais entendu de fait divers où une meuf a trouvé de l'affection, de l'attention, de la reconnaissance ou de l'amour dans un paquet de Pépito. Tout ça, malheureusement, c'est sans succès. Et la finalité de ce genre de comportement, c'est que tu as des kilos en plus, des bourrelets qui te rappellent ton mal-être, et ça, c'est à chaque fois que tu te mates devant le miroir, si tu te regardes encore. Donc tu vas blâmer la nourriture pour ça, que tu vas essayer de contrôler encore plus, de diminuer, de rationner, en rognant souvent sur le plaisir. Mais moi, des meufs comme toi, j'en vois tous les jours, en fait. Et c'est en lâchant l'hyper-contrôle et c'est en amenant du plaisir au quotidien que ça se transforme, en fait. Donc, tu as tout misé sur le plaisir de manger pour te consoler, mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'aussi, tu n'assumes pas ce que tu fais. T'assumes pas d'aller mal, c'est d'ailleurs pour ça que tu bouffes, hein, on en parle après, mais t'assumes même pas le plaisir que c'est censé te procurer. T'es pas totalement là quand tu manges. Donc le plaisir que tu ressens, il est genre à 30%. Et en plus, ça doit aller vite. Tu manges super vite. Ensuite, bah, quand tu manges, t'es tellement pas là que tu te rends pas compte que ça y est, l'alimentation a fait le taf. C'est-à-dire que le plaisir a eu lieu, mais il est plus là, il est moins là. Le plaisir, faut garder en tête que c'est pas proportionnel à la quantité que tu vas manger. C'est pas plus tu manges du chocolat, plus tu es contente de manger du chocolat. Au bout d'un moment, ça écœure. Le corps envoie un signal disant merci, mais non merci. Ça suffit. Donc, toi, tu continues alors qu'en fait, ça ne sert plus à rien. Parce que manger en se faisant plaisir, bien sûr que c'est une solution. Ça fait kiffer la vie de manger des choses qu'on aime, évidemment. Et le problème, c'est qu'en fait, arrivé à la fin de ça, tu culpabilises. Et tu culpabilises, même, je dirais, avant d'avoir terminé de manger ce que ce que tu étais en train de faire. Donc, il y a vraiment rien de bien dans ce comportement-là. Il faut revoir tout ça. Il faut apprendre à manger pour ne plus culpabiliser, comme une mangeuse normale. Les meufs qui ne pensent pas à la bouffe, H24, contrairement à toi, elles ne pensent pas à ça. Elles ne vont pas se questionner. Tu vois, c'est même pas un sujet. Et le plus gros souci, en fait, que tu as actuellement, c'est que toi, tu as tout misé sur le plaisir de manger pour aller mieux. Mais ça, c'est hyper risqué. Et c'est d'autant plus flippant pour ton inconscient quand tu lui dis: «Ah ben, j'ai trop mangé, du coup, je vais plus manger de sucre» ou «Je vais retirer des choses qui me font plaisir». Tu es en train de lui dire que tu vas lui retirer, le seul plaisir qu'il est sûr d'avoir au quotidien. Tu m'étonnes que ça marche pas. Pas possible. Donc tu veux pas être mince, ça c'est mon opinion, hein, c'est ma version, des choses, on est bien d'accord qu'on est là pour ça. Toi, tu veux pas être mince, tu veux être invulnérable. Tu veux plus ressentir de choses négatives, en fait. Tu as juste envie d'être bien. Parce qu'avant, tu as vécu des trucs pas cool, des trucs, traumatisants, des choses qui t'ont abîmé. C'est normal que tu aies plus envie de souffrir, je te comprends. Mais dommage que ta manière de faire soit complètement pourrave pour le coup. À base de règles, de critiques, de restrictions, de compulsions, de culpabilité. Ah mais ça, c'est une magnifique recette pour se sentir mieux dans sa peau, hein. Non, évidemment que non. OK? Donc, toi, tu ne désirais pas, pardon, devenir obsédé
Tu l'es devenu par instinct de survie. L'autre souci de cette manière de fonctionner, c'est que ton obsession du poids te détourne des choses fondamentales pour ton bien-être. En étant obsédé par ta cellulite, ta taille de fringue, tes régimes, etc., ou même comment sera ta vie si un jour, quand tu seras à nouveau mince, ben, tant que tu es obsédé par ça, personne ne peut te blesser réellement. Si tu es rejeté, au final, c'est pas toi qu'on rejette, c'est ton apparence physique. C'est parce que tu es trop grosse, c'est parce que tu es moche. Parce que tu te dis ce genre de choses. Et bien sûr, tout changera le jour où tu réussiras à être mince et tu n'auras plus souci de poids. Sauf que la vérité, c'est que ce sont des illusions. Donc forcément que ça enclenche régulièrement des déceptions ou des émotions négatives que, je rappelle, tu ne veux pas vivre. Donc, tu vois bien que c'est une boucle et t'es coincé. Donc on en parlait juste avant, tu veux pas ressentir ces émotions. C'est vraiment un cercle vicieux qui s'est installé et que tu continues d'alimenter. Là, on va parler, ce gros chiffre magnifique, 75%. Il y a une étude qui a été faite pour connaître la relation des femmes à leur corps. 75%, c'est le nombre de femmes qu'on dit se trouver et se sentir trop grosses. Et quand on leur demanda si le poids avait une influence sur ce ressenti-là, 95% ont dit que oui. Parce que, aujourd'hui dans notre société, le poids, c'est the critère pour savoir si tu es grosse ou pas. Mais pas dans mon monde. Moi, le poids, c'est vraiment pas un des premiers trucs que j'utilise pour te guider. C'est ça qui est hyper important, c'est qu'en fait, tu utilises un critère, une sorte de boussole, mais qui t'indique pas du tout la bonne direction. Donc, on en reparlera plus tard de tout ça, évidemment, mais pour revenir à cette étude, ces femmes, quand on leur demanda si elles devaient choisir entre être minces ou avoir une belle carrière ou retrouver un ami d'enfance, figure-toi que la moitié a dit que rien ne les rendrait plus heureuses que de perdre du poids. Je sais pas si tu sais, que une femme sur 2 en France a déjà fait un régime pour mincir. C'est énorme, c'est énorme. Et pourquoi? Parce qu'on met notre espoir dans le fait que être mince, ça nous apportera cette beauté et l'acceptation dont on a besoin pour être aimé ou nous aimer. Et en plus, désolé, là, money is raining on my PowerPoint, mais l'industrie des régimes, ça brasse des milliards de balles. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on se libère réellement de nos problèmes de poids. C'est comme Marlboro, je sais pas si tu sais, qui faisait des réunions pour soutenir les cancéreux du poumon. Pardon, il y a quand même des choses qui me dépassent, tu vois. Je ne comprends pas. Donc, pourquoi t'arrives pas à changer ta relation à la bouffe? Ça, c'est une question qui est hyper importante parce que, en fait, la nourriture et toi, vous avez une relation qui dure depuis un bail. Et c'est même peut-être ta plus longue relation. Je sais pas si tu te rends compte, mais ce qui est merveilleux dans cette relation, c'est que la nourriture, elle te quitte jamais. Elle te juge pas, elle exige absolument rien de toi. Et elle est toujours disponible, tu peux toujours compter sur elle en cas de coup dur. Et même si tu souffres de cette relation, parce que ça t'a fait prendre du poids, parce que tu es obsédé par tes kilos et tout, au fond, c'est quand même plus rassurant de ressentir une souffrance dont on connaît la cause, donc qu'on peut contrôler, plutôt qu'affronter les vrais problèmes qu'on a à l'intérieur de soi. C'est inconfortable de se sentir pas bien dans sa peau, etc. et d'être obsédé par son allure, son poids. Mais ça fait moins peur de souffrir de ça que d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. La peur d'être abandonné, d'être mal aimé, rejeté pour qui on est vraiment. Et le truc, c'est que ça te fait vivre une insécurité émotionnelle constante. Si tu as autant un besoin de contrôle dans ta vie, c'est aussi pour ça. Parce que tu as peur, parce que tu es angoissé. Changer ta relation à la bouffe, c'est lâcher le sujet qui cache le reste en fait. C'est remettre ton attention sur ta vulnérabilité et notamment tes émotions. Tu sais que les gens peuvent trahir, blesser, etc. Et toi, tu prends bien soin de te protéger d'une éventuelle souffrance ou de nouvelles blessures. En plus de ça, tu as trouvé une source intarissable d'amour, c'est la nourriture. Et truc important à savoir dans ta manière de manger, surtout si tu manges pas équilibré par rapport à tes besoins, ça a un énorme impact, ce dérèglement en fait du métabolisme et du microbiote et tout, sur le mental et le moral et donc les émotions. D'où l'importance de bien manger. Et c'est pour ça que les filles du club, elles disent toutes qu'elles ont un meilleur moral,
plus d'énergie, qu'elles arrivent à être fières d'elles, etc. C'est normal, c'est complètement logique. Alors, autre question, en quoi c'est un souci de vouloir mincir à tout prix? Moi, Lise, j'ai envie de mincir pour me sentir mieux. Est-ce que tu me juges? Non, je ne te jugerai jamais. Par contre, il faut quand même qu'on aborde le sujet. Quel rapport avec les émotions d'ailleurs, les régimes? Le problème, les régimes et les plans alimentaires, c'est que tu vas te tourner vers quelqu'un qui va te dire ce qu'il faut que tu manges, quand, en quelle quantité, et surtout, en fait, on te retire ton autonomie. Un régime, c'est comme un parent autoritaire qui te dit ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas faire. Le régime hypocalorique, il perpétue la privation, le manque de considération de tes besoins, de tes envies, et il attire ton attention sur de faux problèmes. Ce que tu dois manger, en quelle quantité, quand ça, etc. Donc, ok, ça marche des fois. Tu perds du poids, etc. Mais ça marche jamais sur le long terme, en fait. Sinon, t'en aurais fait qu'un seul de régime. Ça aurait été suffisant. Si tu suis le régime, tu te comportes bien. Alors là, tu peux te féliciter et tout, comme un enfant, tu vois, qui aurait des petites gommettes vertes sur son carnet. Par contre, quand tu fais des bêtises, que tu craques sur un aliment interdit et tout, tu te punis comme un parent autoritaire et toxique qui frapperait ou qui humilierait son enfant. Ça te maintient dans un comportement stéréotypé de dépendance. Bah oui, et nombreuses sont les meufs qui utilisent les régimes pour contrôler leur souffrance, en s'infligeant récompense ou punition. Elles sont au contrôle de ça. Pourquoi, à ton avis, est-ce que tu te pèses aussi souvent? Sauf que en pensant être au contrôle, tu restes victime d'un système qui punit si tu as été désobéissante, si tu as pas suivi les règles, qui des fois sont complètement absurdes. Il y a aucune liberté là-dedans. On te dit en plus, moi je l'ai vécu, j'ai fait aussi plein de régimes en étant suivie, c'était du délire. Mais on te dit que si t'arrives pas à suivre ton régime, c'est ta faute en fait. T'as pas de volonté, t'es pas impliqué, on peut pas te faire confiance. J'en ai plein, des femmes qui m'ont dit avoir honte de raconter ce qu'elles mangeaient pour de vrai à leur diététicienne ou à leur nutritionniste parce qu'elles avaient pas suivi le plan ou parce qu'elles l'ont suivi en chialant parce qu'en fait elles étaient au bout de leur vie. Mais en fait, quel âge avons-nous d'avoir peur de se faire gronder? Eux, ces gens-là, savent ce qui est bon pour toi et il faut obéir même si ça te semble contre nature de virer le sucre. Les féculents le soir ou les fruits que t'adores parce que c'est trop sucré. Ça fait monter ta glycémie. Mais arrêtez! C'est n'importe quoi. C'est hyper dangereux à tous les niveaux. Dans ma méthode, il n'y a pas de mal ou de bien. Il n'y a pas d'aliment bon ou mauvais. Il n'y a pas d'aliment interdit. On sort du schéma linéaire, ok? Et le rapport avec les émotions, c'est que tu te rends dépendante de quelqu'un pour savoir si tu fais bien les choses vis-à-vis de ton corps. Ça craint quand même, t'attends la validation, l'approbation de quelqu'un d'extérieur pour savoir si tu fais les choses comme il faut pour toi. Mais c'est hyper dangereux de mettre entre les mains de quelqu'un ta capacité à être autonome. Ça te maintient dans un état de dépendance à une source extérieure. Tu peux pas apprendre à te faire confiance dans ces conditions. C'est impossible. Tu peux pas être autonome. Et si t'es pas autonome, c'est hyper flippant, c'est anxiogène. Et bien entendu, c'est hyper mauvais pour ton estime de toi. Parce que t'es pas libre, t'es pas capable de poursuivre toute seule. Parce que oui, un plan alimentaire, ça te dit quoi manger, mais tu sais pas pourquoi tu manges ces trucs-là. Ok? C'est pour ça que moi, les meufs, je leur apprends à répondre à leurs besoins. On passe par une étape d'apprentissage par l'expérience. Parce que ton savoir, c'est ton pouvoir, meuf. Tu vas gagner confiance en toi parce que tu te constates que tu es capable de répondre à tes besoins. Et qu'en plus de ça, ton corps sait gérer. Donc tu prends aussi confiance en lui. Et c'est pour ça que la relation s'améliore assez rapidement. J'ai une question, parce que je pose plein de questions. À quoi occuperais-tu ton temps si tu ne pensais plus à ton poids? Mes clientes, mes petites bombasses, quand elles n'ont plus la bouffe comme préoccupation ou bien leur poids, elles se rendent compte de l'espace mental qu'elles gagnent. Elles gagnent une liberté d'esprit qui est incroyable. Toi, à quoi tu occuperais ton temps à la place? Et je vais te dire un truc, la minceur n'a que les avantages de la minceur. Tu seras plus légère, peut-être plus séduisante selon les critères de notre société, mais rien de plus. C'est tout. La minceur pourra jamais guérir la souffrance et les angoisses de ton enfant intérieur. Ce que tu ressens, ça se voit pas, que tu sois en surpoids ou pas, mais surtout toi, il faut pas que ça se voit parce que tu dois tenir bon.
être là pour les autres. Personne doit voir que tu vas pas bien parce que tu veux pas déranger. Mais t'entends bien qu'il y a absolument rien de sain là-dedans. OK? Dans le suivi, les filles, elles se libèrent d'une grosse charge mentale assez rapidement parce qu'elles ont leur plan d'action, parce qu'elles savent quoi faire et que la nourriture, petit à petit, va au second plan. En plus, au niveau émotionnel, ça se calme parce que les compulsions, les craquages, en général, disparaissent dès la première semaine parce qu'elles ont du plaisir tous les jours avec des aliments qui autrefois étaient interdits. Tu vois? On va aborder un peu plus de sujets plus profonds maintenant. L'enfance. Alors, je vous ai demandé sur Insta si on y allait à fond ou pas. Vous m'avez dit oui. Donc, on va parler de l'enfance. Alors, chacune son histoire, hein, ses parents, les choses qu'elle a traversées. Mais certaines ont dû supporter de vivre dans un climat qui n'était pas super sain pour leur estime d'elles-mêmes. Remarques sur le corps, mise au régime super jeune, des aliments interdits, pas d'écoute, pas d'accès aux émotions ou à l'amour, de la maltraitance, etc. Mais quel choix a un enfant dans ce genre de cadre? Moi, je pense qu'il a pas le choix. Je pense qu'il est obligé de supporter des situations car pour lui, c'est choisir entre supporter des mauvais traitements ou être abandonné, c'est choisir entre la vie et la mort. Il y a pas d'hésitation possible. Les enfants n'ont pas d'autre choix que de se dévouer corps et âme à leurs parents en supportant tout, en étant prêts à tout subir sans dire un mot. Ils n'ont pas le choix. Quand on est enfant, les adultes, ils sont forts, ils sont grands, ils savent tout, ils sont parfaits et ils renforcent cette impression en nous apprenant que les adultes ont toujours raison et qu'on doit obéir. Et on n'a même pas le droit de se fâcher contre eux parce que sinon on n'est pas gentil. Alors combien de personnes j'ai eu en séance quand je faisais les séances d'hypnose qui étaient adultes et qui ne savaient pas du tout gérer leurs émotions, hein? Moult, énormément. Mais personne ne nous enseigne jamais que nos parents peuvent mentir, se montrer égoïstes ou être déséquilibrés et qu'ils auraient mieux fait d'aller voir un psy. Ils sont imparfaits. Certains sont agressifs, durs, dépressifs, ils souffrent d'anxiété chronique, de peur de l'abandon, leurs propres blessures. Des fois, ils sont instables. Et on se dit, en étant enfant, que si on pouvait être plus jolie, moins grosse, répondre aux attentes, être en fait ce que tu n'es pas, ben, ta mère, elle serait plus heureuse. Ton père serait fier de toi. Si seulement t'étais mince. Si seulement t'étais différente. Et ça, c'est un truc qu'on se trimballe toute la vie si on ne fait pas gaffe. Si j'étais mince et que j'arrivais à perdre des kilos en trop une fois de plus, juste une dernière fois, si on me donnait une dernière chance, je pourrais enfin être heureuse. Mais l'illusion du grand quand je serai mince, elle est hyper puissante parce que c'est grâce à elle que tu peux occulter tes souffrances d'enfant et les empêcher de te détruire. Si, comment dire? En fait, tu as besoin de quelque chose pour endosser ta souffrance, pour la justifier. Si tu te prives de cette illusion de quand je serai mince, je me sentirai mieux, plus rien ne te protège du désespoir d'une vie gâchée, en fait. Parce que tu es persuadé que t'es pas à la hauteur, que tu peux pas être aimé. OK? Mais ça, c'est juste une vision d'enfant. Ton poids, il a rien à voir avec les raisons pour lesquelles tu as traversé des trucs pas cool ou que tu es mal dans ta peau. On parle pas forcément de maltraitance là, hein. On parle d'une blessure qui remonte à l'enfance. Et on en reparlera plus tard, mais en soi, le problème, c'est pas d'avoir vécu des trucs comme ça, c'est que ça soit encore là aujourd'hui. Et dans ma manière de faire, moi, on va pas aller chercher ah oui, quand tu avais 4 ans, il s'est passé ça. Non, ce qui se passe aujourd'hui est intéressant. En fait, tout ce que tu as mis en place là ces derniers temps ou ces dernières années même, ça crée un paradoxe. Tu veux vivre une relation équilibrée et affectueuse, mais tu es en couple avec quelqu'un qui t'écoute pas ou qui te respecte pas. Tu veux perdre du poids, mais tu bouffes super mal et tu culpabilises. Tu veux un métier qui te plaît, mais il ruine ta santé mentale, etc. Il ne faut jamais sous-estimer la petite fille à l'intérieur de nous. Et ça, je t'en parlerai plus en détail juste après. Petit aparté sur l'entourage. Ah, ma mère, elle a pas de souci de poids, elle est toute fine, mes copines n'ont pas de souci avec la nourriture, je suis la plus grosse du groupe. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Si ça se trouve, au fond d'elles, elles en chient au quotidien, autant que toi, plus que toi, ou moins. Mais peu importe, tu n'en sais rien. Le nombre de femmes que j'ai eues en suivi qui m'ont dit que leur mère n'avait pas de souci de poids, mais qu'elles faisaient des réflexions sur leur corps, elles faisaient du sport, beaucoup, qu'elles faisaient attention à ce qu'elles mangeaient alors qu'elles avaient 70 piges. Mais attends, des mamans qui n'ont jamais pu
ou voulu reconnaître et bosser sur leurs souffrances et qui les ont transmises, il y en a plein. Donc, on mange comme on vit. La façon dont on mange reflète celle dont on s'aime aussi. Ça reflète ton besoin de contrôler tout, la pression que tu te mets en t'interdisant des choses, etc. Ces comportements ont des racines très profondes. Des blessures, des sentiments d'abandon, manque de confiance en soi, manque d'amour parental, brutalité, blocage affectif, problèmes sentimentaux, peur d'être à nouveau blessé. Et on a tendance à se maltraiter parce qu'on nous a mal traités. Et on pense qu'on mérite pas mieux. Et tout est une question de valeur, en fait. C'est hyper important que tu entendes et que tu comprennes ça. Si tu penses que ta valeur est influencée par ton poids ou ta silhouette, mais il faut pas s'étonner que tu ne sois pas stable et que tu ne rassures pas ton enfant intérieur. Le fait que tu te pèses et que ton humeur varie en fonction du chiffre qui s'affiche, ce n'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on vit. Si au moindre kilo repris, tu penses que tu es une grosse naze et que tu peux pas avoir une image de toi qui te plaît, et je parle pas de celle du miroir, ben non, c'est une instabilité constante. Donc, ok, on va pas se mentir, tu viens dans le club des bombasses pour mincir à la base. Je le sais, je me fais pas d'illusions. Je sais que tu attends ces changements. Mais ce qui compte, c'est que tu sois capable de voir aussi les changements ailleurs que ta silhouette et ton poids. Évidemment qu'il y en aura, mais c'est aussi le reste qui compte. Les changements principaux que les filles vivent, en plus de leur silhouette, c'est l'amélioration du sommeil, du moral, leur niveau d'énergie qui monte, la digestion qui s'améliore, l'optimisme face au quotidien, etc., etc. Tout part de la tête, hein. Ok? Parlons d'un de mes sujets préférés, le sucre. Ok? L'addiction au sucre, c'est vraiment un gros mytho. C'est pas possible d'être addict à un aliment qui n'est pas addictogène. Par contre, on peut devenir très attaché aux sensations qu'il procure. Mais il n'y a pas de manque physique quand on arrête le sucre. D'accord? Souviens-toi par contre, ce que j'ai dit plus tôt, c'est que c'est sûrement un de tes seuls plaisirs. Donc tu m'étonnes que tes tentatives d'arrêter soient très violentes pour ton corps et ton cerveau, qui ne te suivent pas du tout dans ton délire. Il y a plusieurs raisons importantes de ton comportement vis-à-vis du sucre. Le premier, c'est la glycémie. Si tu manges super sucré le matin, ça fait monter ta glycémie, donc tu vas manger, je sais pas moi, pain, confiture avec jus de fruits et puis pourquoi pas un pain au chocolat si tu veux te faire plaisir ou peu importe, des gâteaux, j'en sais rien. Tu fais monter ta glycémie super haut et du coup elle va redescendre forcément, mais elle va redescendre vachement violemment. Et ce besoin de remonter ton taux de sucre dans le sang parce que tu te sens mal, ça panique énormément le corps qui pense qu'il va crever. Donc tu vas vite manger sucré parce que en plus en général on a accès plus facilement à ça. Quand tu vas au distributeur, ils te vendent pas, je sais pas, un plat de lentilles, ils te vendent plus des madeleines. Donc tu vas avoir tendance à manger sucré qui fait remonter la glycémie et en fait c'est tout le temps en haut, en bas, en haut, en bas. La deuxième chose, c'est que tu manges pas équilibré. Manger sainement, ça veut pas dire manger équilibré. Ok, t'auras beau manger des trucs de tofu, des légumes bio, boire ton matcha comme les influenceuses Instagram. Si tu réponds pas aux besoins de ton corps, il va chercher par tous les moyens à avoir de l'énergie. Souviens-toi, ma cliente du début qui pensait qu'elle mangeait convenablement, disons, voire trop, et qui était à 930 calories. Si ça se trouve, tu penses manger sainement, mais tu es en train de mettre ton corps en mode survie plus, et il va chercher l'énergie dans le sucre. Tout s'explique tout le temps. Il y a toujours des raisons. T'en manges jamais, ça c'est aussi une des raisons. J'en achète pas, sinon j'en mange. Bah oui, c'est les principes en fait. La restriction nourrit l'obsession. Il faut que tu gardes bien ça en tête. En tentant d'éviter de manger certains trucs, tu mets en place une stratégie d'évitement qui, au final, t'amène à en manger quand même. Donc, t'as rien évité du tout, en fait. Ça marche pas, ton truc. OK? Donc, réintroduis-les au quotidien. Mais convenablement, bien entendu. C'est ça qui compte. T'es fatigué. Alors, j'ai envie de te dire, repose-toi. Tu peux pas tout porter toute seule. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas être partout. T'as trop de boulot, t'as trop de charge mentale, tu manges pas assez, tu fais trop de sport. Quelle que soit la raison, je sais que t'es fatigué. Et la meilleure réponse à la fatigue, c'est pas le sucre, hein. C'est le repos. Se reposer, ça veut pas forcément dire dormir. Évidemment que remettre de l'énergie dans le corps, ça passe aussi par le sommeil. Mais lit, coloris, glandes, mais trouve une manière de retrouver de l'énergie.
en te reposant. Et ne rien faire, je sais que chez certains d'entre vous, c'est aussi un problème, mais c'est pas un problème. Tu as le droit de ne rien faire et t'as pas à justifier quoi que ce soit. Comme je fais une petite aparté, mais tu as le droit d'avoir du temps libre et ne rien faire et pas avoir à justifier aux gens que t'as pas envie de faire quelque chose pour leur rendre service ou les voir. Tu as juste envie de passer du temps toute seule avec toi. Ça arrive aussi. L'autre, c'est que t'as soif. Alors oui, la soif et la faim, moi j'ai un peu honte parce que moi j'ai confondu pendant des années et je m'en suis rendu compte qu'il y a genre 6 ans, je pense. La soif et la faim ont à peu près les mêmes symptômes, donc enfin les mêmes signaux. C'est donc pas facile de savoir. Des fois, on peut se faire berner. Surtout si tu bois pas assez, bah tu risques de grignoter toute la journée. En fait, ton corps avec une envie, c'est d'être hydraté, et toi, bah tu vas manger. Donc ça peut aussi être une des raisons. On va parler d'un autre sujet que j'adore. Nous allons parler du foutu pour foutu. Le syndrome du foutu pour foutu, c'est pas juste une manière d'agir. Chez certains d'entre vous, c'est une manière d'être. Toutes tes paroles, tous tes gestes sont conditionnés par la croyance de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire assez. Et ça, c'est lié à ton estime de toi. Et on parlera du perfectionnisme aussi après. Le monde, pour toi, il est divisé entre le bien et le mal. Bon, méchant, noir ou blanc, il n'y a que très peu de nuances de gris, de marge d'erreur ou de pitié. Surtout envers toi. T'es hyper dur envers toi. Je sais pas si t'en as conscience, et si oui, qu'est-ce que tu fais pour ne pas être aussi dur envers toi, mais t'as un niveau d'exigence de ouf malade. On en parlera juste après. Mais par exemple, tu te trompes, bah t'es qu'une conne, t'as pas répondu à un ami dans le besoin, t'es une égoïste, si t'es pas parfaite, t'es mauvaise, pire que ça, t'es vraiment nulle à chier, t'es un monstre, et le jugement tombe. Tu te fais juger constamment par toi-même, tu te harcèles constamment en te critiquant. Donc, imaginons là que tu sois en train de faire attention à ce que tu manges depuis 2 semaines pour perdre du poids, avec les méthodes que tu employais avant. Ça marche. Ton petit déficit calorique, là, super, t'as fait perdre 800 grammes par semaine. Et puis là, c'est le drame. T'as passé un moment difficile, tu te sens triste en fin de journée, ou t'es angoissé, et paf, tu vas au supermarché pour t'acheter ce qui va te sauver, hein, te faire te sentir mieux, des biscuits ou des chips. Ok, tu manges mécaniquement, hein. Ça te fait plaisir les 3 premières bouchées, puis là, c'est la déconnexion. Tu continues de manger, t'es plus là. On revient à ce que je te disais au début, que t'assumes pas et que tu disparais en fait. Et après, tu te dis, eh merde, j'ai encore tout foutu en l'air, ça marchait bien, je mangeais mes légumes et mon carré de chocolat le soir sans craquer à côté, et j'ai tout foutu en l'air, foutu pour foutu, de toute façon, à quoi bon? Et tu finis le paquet. C'est vrai après tout. Pourquoi t'as essayé de résister vu que tu savais que t'allais craquer? Tu savais depuis le début, en fait, que t'arriverais pas à perdre du poids. C'était même pas la peine d'essayer. T'es une grosse vache. T'y arriveras jamais. Donc, foutu pour foutu, autant continuer et finir le paquet ou le gâteau. Et là, phénomène incroyable qui arrive, c'est que tu sens ton bourrelet du ventre beaucoup plus qu'avant. Tu sens ta peau qui dépasse de ton froc, t'es gonflé. Bref, moi, j'appelle ça le poids de la culpabilité. C'est un vrai truc, hein. Et pour supprimer ça, il faut traverser, pas enjamber, traverser tes émotions. Oser parler, ressentir, pleurer, être en colère, rire, être surtout honnête envers toi-même. De plus, ben, tu as une petite tendance, hein, on l'a déjà dit, à retirer certains aliments si tu veux mincir pour perdre tes kilos. Et ben, ma poule, en faisant ça, tu renforces ta peur de manquer, que la nourriture soit plus disponible la prochaine fois que tu en auras besoin. Souviens-toi que tu es en stratégie d'évitement. Donc, tu stresses ton organisme et ton mental en lui disant qu'il y aura plus le droit ou plus l'accès. La peur de risquer de rater une occasion de te faire plaisir, au fond, peut-être la dernière, de rassasier une partie de toi qui était affamée à jamais, en tout cas la perception que tu en as aujourd'hui, qui est désespérée, c'est terrible. Et c'est très, très violent. Ton cerveau va toujours chercher à avoir accès à quelque chose qui lui fait du bien quand tu as un moment de faiblesse. Il faut pas t'étonner que ça arrive. Mais je tiens à dire un truc quand même, c'est que ton cerveau, ça en fait pas pour autant un sale pervers narcissique. Ça fait de lui une force de vie qui a conscience que ta manière d'imposer cette restriction est archi mauvaise pour toi. Donc dès qu'il voit une possibilité de pas suivre ce que tu lui imposes, il va le faire. C'est logique, c'est sain, tout va bien en fait. C'est juste que tu fais pas
le bon truc pour te reconnecter à toi. Mais ça va aller. Parlons du corps. Alors là aussi, c'est un de mes sujets préférés. Ton corps te parle, ok? Maladie, douleur, sensations et sentiments, bref, il est là à chaque instant. Il ne t'a jamais laissé tomber, malgré tout ce que vous avez traversé ensemble. Il a toujours été là, il t'a jamais abandonné. Par contre, toi, oui. Toi, tu l'as insulté, tu l'as maltraité, tu lui as empêché l'accès à des choses qui sont vitales pour lui. Et tu le harcèles constamment en lui disant à quel point tu le détestes, à quel point il n'est pas à la hauteur, à quel point il est dégueulasse. Mais c'est pas un truc de parent méga toxique ce que tu fais? À quel moment tu penses que quelque chose peut s'épanouir et se sentir bien quand on lui dit constamment que c'est qu'une merde moche et incapable? Moi, je suis désolée, hein, mais si j'étais ton corps, j'arrêterais de te parler. Je ferais plus d'efforts dans la relation et je serais hyper triste. Et c'est exactement ce que tu vis. Comment tu veux que ton corps te parle et te fasse confiance si tu n'es jamais au rendez-vous? Tu te considères peut-être comme une meuf fiable, hein, une amie sur qui on peut compter, tu vois, ce genre de choses. Mais avec ton corps, c'est quoi la relation que tu as? Il peut compter sur toi? Il peut être rassuré sur le fait que s'il te dit qu'il est fatigué, tu vas te reposer? Il est certain que s'il a besoin d'énergie, tu vas lui donner à manger? Que tu vas pas le juger en disant, qu'il est assez gros comme ça et qu'il a pas besoin de manger plus? Mais attends meuf, je suis désolée, mais ce que je suis en train de raconter, c'est carrément des choses qu'on me raconte en séance. Des parents qui ont critiqué le corps de leur enfant pour rationner la bouffe. Attention aux chips, hein, mollo, qui ont dit, de toute façon, t'es bonne qu'à manger. Il est temps de se rendre compte des choses, hein. Et il est surtout temps de te tourner vers toi-même, vers ton corps qui prend cher depuis des années et de lui dire pardon. Imagine combien d'années t'as perdu à ne pas t'écouter, à nier tes sentiments et tes émotions par peur des réactions que ça pourrait susciter chez les autres. Ah non, je veux pas blesser. Bah, il y a quand même dans l'affaire quelqu'un qui est blessé et trahi, et c'est toi-même. Et t'en arrives à même plus savoir ce que tu peux ressentir tellement t'es déconnecté de toi, autant pour les émotions que la faim ou la satiété. T'as tellement bien réussi à te renier depuis plus de 10 ans, 20 ans, je sais pas combien d'années, que seul te reste un sentiment de vide. Donc tu vas me faire le plaisir, comme les filles du suivi, du club, te reconnecter à toi et à tes besoins. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles se sentent bien si vite, c'est parce qu'elles se rendent compte à quel point leur corps est leur pote en fait. À quel point du moment où elles se tournent vers lui, il est au rendez-vous. Il est fiable. Lui, il est là. Et c'est uniquement quand le manque et la restriction n'existent plus que l'apaisement prend sa place. Si quelque chose te fait mal au niveau émotionnel, là jusqu'à présent, toi, tu te replies sur toi, tu te dissocies, t'abandonnes ton corps pour qu'il fasse face tout seul aux choses négatives. C'est terrible, tu peux pas continuer à t'abandonner comme ça. Parce que ton corps va vivre ces choses-là. Quand on parle des hormones du stress et du cortisol et de ce genre de choses, toi, t'as beau dire non, non, mais c'est bon, on verra plus tard. Bah, il vit quand même ce stress, il le vit tout seul alors que tu aurais pu le protéger. Reste dans ton corps. Vis avec lui la peur ou les émotions négatives. Toi, t'attends que ton corps soit prêt ou mince pour enfin t'installer dedans et vivre vraiment ta vie. Mais allô, girl, il n'y a pas de moment parfait pour se reconnecter à soi. T'es juste en train d'attendre d'avoir un gros pépin de santé parce que ton corps pourra plus continuer tout seul et qui va s'imposer à toi. C'est ton devoir de prendre soin de lui, c'est ton devoir de prendre soin de toi. Et je rappelle aussi une sorte de biais de fonctionnement qu'on peut avoir, c'est que imaginer quelque chose est souvent plus satisfaisant que le vivre. Imaginer le goût des bonbons, ah, c'est plus agréable que de les manger, en plus il y a pas de culpabilité. Imaginer qu'on est mince, ça apporte plus de satisfaction que de l'être réellement. Donc méfie-toi de ça, des illusions. Un autre de mes sujets préférés, la petite fille. Je parle souvent de la petite fille, en coaching. Le truc, c'est que tu vis un peu coupé en 2. Entre la petite fille en toi qui est super sensible et qui a un besoin d'attention et de présence, hyper important et l'adulte qui la regarde sans comprendre. Toi, tu es un peu, terrorisée malheureusement,
Parce qu'au moindre faux pas, à la moindre faiblesse de ta part, on peut voir cet enfant qui se cache en toi et qui hurle et qui a peur et qui a besoin d'être rassuré et de présence. Et à la moindre faiblesse de ta part, les gens peuvent le voir. En tout cas, c'est ce que tu te dis. Et ça te terrifie parce que il y a rien de beau à l'intérieur de toi. C'est dégueulasse. T'es nul. Donc forcément qu'on va s'éloigner de toi parce qu'il n'y a rien à aimer là-dedans. Mais souviens-toi que quand t'es enfant, t'as pas le choix. Si on t'a mise au régime, ben, il fallait que tu l'acceptes. C'était obligé. Si on t'acceptait pas pour qui t'étais en te mettant en régime, t'avais pas d'autre choix que de l'accepter et de créer des mécanismes de défense, quels qu'ils soient. Le problème aujourd'hui, c'est pas que t'aies créé des mécanismes de défense, c'est que tu continues de te défendre de la même manière aujourd'hui alors que t'es une adulte responsable. Tes parents étaient responsables de toi quand t'étais enfant, mais personne ne l'est plus maintenant. C'est toi l'adulte. Et il faut que t'arrêtes de te comporter comme une enfant alors que tu ne l'es plus. C'est indispensable, par contre, que tu prennes soin de cet enfant. T'es la seule personne qui puisse t'accorder l'amour inconditionnel, l'attention constante, la sécurité vitale dont tu as besoin. Toi et toi seul peux faire ça. J'aime bien dire que quand on est petite, pour survivre au monde, pour se protéger, on s'entoure d'une armure de plâtre. Bah oui, on dessine dessus pour l'embellir et on grandit comme ça en oubliant qu'on peut vivre sans plâtre. Et des fois, on arrive à un moment où l'effort de briser ça, ça semble tellement énorme et douloureux que tu peux préférer y renoncer et continuer de vivre avec. Après tout, il y a plein de gens qui vivent avec des plâtres, donc pourquoi pas toi? Mais c'est pas parce que les autres admirent leur plâtre mutuel que tu dois faire pareil. Ton comportement alimentaire, c'est ton plâtre, pas ta fracture. J'ai une meuf en suivi un jour qui m'a dit: «Ma mère, elle était hyper complexée, mal dans sa peau, elle a beaucoup souffert, quand elle était petite, et à l'âge adulte, c'était pas évident. Elle me traitait beaucoup d'égoïste quand elle était en colère contre moi, parce que selon elle, je devais d'abord penser à elle et à mon frère avant moi». Et être égoïste, ça signifiait donc être méchante. OK. Et c'est parce que je suis égoïste que ma mère ne m'aime pas, ou pas comme il faut. Et elle avait donc grandi avec la croyance que si on l'aimait pas, c'est qu'elle pensait trop à elle. Et donc manger en cachette restait pour elle la seule façon de se faire plaisir sans avoir à rendre de compte à quiconque. Il y a plein de nanas qui mangent et qui me disent c'est mon moment à moi. C'est pas anodin. Bref, tu dois cesser d'être cet enfant vulnérable et tu dois te protéger pour te rassurer. Ça doit venir de l'intérieur. Le contrôle, un mot qui est dans tous les régimes, tous les livres, chez tous les influenceurs qui parlent de minceur. On t'apprend très tôt qu'une partie de toi, ta faim, en fait, est incontrôlable. On t'apprend aussi très vite que si tu veux pouvoir vivre comme une personne normale, tu dois toujours avoir à l'œil cet animal sauvage qui dort en toi, que tu peux pas lui faire confiance. Et alors, tu vas vivre dans la peur de la nourriture, des gâteaux, des fruits trop sucrés, etc. Et tu crois que si tu arrives à contrôler ta faim, tout rentrera dans l'ordre. Mais cette croyance-là, elle masque le vrai problème, c'est qu'il existe en toi des zones qui n'ont jamais et ne seront jamais sous ton contrôle. Tes émotions, tes sentiments, l'amour, les sensations physiques, la fatigue, la soif, la faim, qui sont des besoins, je te le rappelle. Et la société nous met dans un moule qui nous éloigne de ça. Quand tu as des horaires pour manger au bureau, alors que manger est un besoin, bah, je sais pas, faire pipi est un besoin aussi, tu as le droit de sortir de réunion pour aller pisser. Il y a pas de pause pisse à midi, tu vois? C'est quand même absurde. Pourquoi est-ce qu'il y a des besoins qui sont plus acceptables que d'autres? Mais tout ça, toutes ces choses qui ne sont pas dans ton contrôle, ça peut faire flipper si tu pas confiance en toi. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que je serais capable de gérer, de survivre? Tu tentes de contrôler pour te rassurer, mais au final, tu contrôles rien du tout parce que tu continues de vivre dans la peur. Ce qui était de base un mécanisme de défense dans ton enfance, ça se révèle par la suite un obstacle dans ta vie d'adulte. Le contrôle, si tu persistes à croire que tu peux contrôler ta vie de A à Z, tu t'enfermes à coup sûr dans un monde de déception, de frustration, d'auto-sabotage.
Il y a des choses qu'on peut contrôler dans la vie, mais beaucoup moins que tu le penses. Par contre, et c'est le comble, ton comportement alimentaire fait partie des choses que tu peux contrôler. Et il est même le reflet de ton attitude vis-à-vis de la responsabilité. Toi, t'assumes rien. Tu manges, t'es dissocié, t'as des émotions, tu veux pas les vivre, t'as un corps, tu veux pas l'écouter. C'est dur, hein, ce que je dis, mais pourtant c'est vrai. Ce que tu désires au fond de toi, c'est te retrouver. Avoir un lieu ou un moment où t'es en paix et pas PET. Tu vois, dans le club, elles comptent leurs calories, les filles. Pas pour contrôler, mais pour comprendre. Et pendant le coaching, elles lâchent aussi les calories et elles passent naturellement et sans peur en alimentation intuitive. Le contrôle, il est bossé aussi, hein, et on le remet au bon endroit. C'est pas un problème d'être au contrôle. Quand moi, j'entends des gens qui disent ah, mais lâche le contrôle, lâche prise. Mais what? Mais pas du tout, en fait. Moi, si tu me dis lâche prise, j'ai hyper peur. Qu'est-ce qui va se passer? Lâche. Lâche. Je tombe. Si je tombe sur quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Non. Remets le curseur au bon endroit. Contrôler des choses dans sa vie, c'est super chouette. Être au volant de sa voiture, c'est super cool. Si tu contrôles pas ta voiture, tu vas jamais au bon endroit. Et puis c'est dangereux. Donc garde le contrôle, mais mets un curseur qui soit épanouissant et raisonnable. Ok? Des petits dessins que j'ai oublié d'afficher au moment. Le perfectionnisme. Je vais rapidement parler du perfectionnisme. En gros, on nous apprend très jeune à nous fondre dans le moule de l'enfant parfaite. Et t'es passé maître dans l'art de ne pas être toi-même, mais de répondre aux attentes des autres. Ou alors regard. Le regard des autres, hein, souvent quelque chose qui revient. T'es persuadé qu'au fond, en fait, tu n'es pas digne d'être aimé ou assez bien. Donc, tu vas mettre toujours la barre plus haute. Mais t'as beau mettre la barre plus haute, t'en es pas capable d'être fier de toi pour autant. Surtout si tu continues de regarder ce qui te reste à accomplir pour pouvoir être fier de toi. C'est jamais assez bien. Ok? Et ça, on le bosse dans le suivi. Le fait d'être capable de regarder le chemin parcouru, les choses cool qui sont arrivées en dehors de la perte de gras, c'est hyper important. Le souci du perfectionnisme, c'est que l'image que les gens se font de nous devient un de nos principaux soucis. On voudrait que les gens nous aiment pour nous montrer qu'on a de la valeur, parce qu'on n'est pas capable de le voir. Et pour avoir ces retours-là, ben, tu n'es jamais toi-même, car tu réponds aux besoins et aux attentes des autres. Donc, c'est hyper paradoxal parce que tu fais des choses pour répondre aux attentes, pour qu'on te fasse des compliments, mais sur la personne que tu n'es pas. Donc, tu ne peux pas penser qu'on t'aime puisqu'on ne te connaît pas. Tu vois, en fait, tu peux jamais être en paix si tu fonctionnes comme ça. Tu as besoin de te sentir bien, mais d'un autre côté, tu te sens obligé de justifier aussi tes besoins. Tu les assumes pas. C'est épuisant. C'est épuisant. À combien est ton niveau de tension, de stress ou d'anxiété sur 10? Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Je voudrais que tu notes là, à peu près, à combien est-ce que t'es? Est-ce que c'est 2, 8? Je vois des chiffres différents. Et donc, tu vas t'asseoir, le dos droit, ou t'allonger, mais en tout cas, je veux pas que tu sois affalé comme un vieux phoque dans une position bizarre. Je veux que tu libères ta cage thoracique pour avoir de l'amplitude dans ta respiration, puisque je suis aussi formée coach en respiration pour tout ce qui est système nerveux. Et donc, on va faire un exercice ensemble de 2 minutes. On va respirer en carré. Je t'explique, on va prendre un truc tout calme, tout gentil. On va respirer ensemble le même temps. 1, 2, 3. Là, tu vas bloquer. 1, 2, 3. Expirer. 1, 2, 3. Bloquer. 1, 2, 3. Et on recommence. Tu inspires, tu bloques, tu expires, tu bloques. Je vais te guider. Tu peux fermer les yeux si tu as envie. Et c'est parti. Inspire. 2, 3. Bloque. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Bloque. 1, 3. Inspire. 1, 2, 3. Bloque. 1, 2, 3. Expire. 1, 3. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. 1, 2, 3. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque.
Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Et respire normalement. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que par rapport aux chiffres que tu as donnés tout à l'heure, il y a un changement dans ce chiffre? Voilà. En général, il descend. Beaucoup ou pas beaucoup, après ça, on s'en fiche. Le principe étant que de respirer comme ça va calmer ton système nerveux, OK? Donc je t'encourage à le faire, dès que tu en as besoin et même, pourquoi pas, toute la semaine qui arrive, tous les soirs avant de te coucher, OK? On va parler maintenant des émotions. Les émotions, alors ça, c'est très intéressant. Une émotion, ça dure 90 secondes. Le seul moyen d'évacuer pardon, ces émotions, c'est de les vivre. Les mettre sous le tapis, tenter de les étouffer sous des couches de biscuits, ça ne les supprime pas, OK? Ça les met sous pression, elles s'accumulent et tant qu'elles sont pas évacuées en étant vécues, elles restent. Et c'est pas les émotions le problème, c'est que tu tentes de t'en couper en te dissociant, en te changeant les idées, en mangeant, en disant qu'il y a pire dans la vie, etc. Tu n'es plus une enfant sans défense, OK? Qui dépendait totalement de son entourage pour être protégée, nourrie et aimée. Et cette souffrance dont tu as peur, et qui est souvent beaucoup plus petite que ce que tu peux redouter, elle n'existe ni dans le présent, ni dans le futur. En fait, on cherche souvent à fuir une souffrance du passé qui a de réalité que dans notre esprit, mais qui n'existe plus. Et si on avance un peu, il y a ton passé, tu vas vivre dedans en te disant oh là là, faut plus jamais que je vive ça, c'était horrible, et tu vas regarder ton passé, des fois même tu vis dedans, tu vas le ruminer, etc. Et tu vas peut-être passer toute ta vie là-dedans, passer ta vie dans ton passé. Ou alors, tu vas projeter des scénarios, des angoisses, des trucs que tu dois contrôler pour que tout se passe bien, pour être rassuré, etc. Et dans ces cas-là, OK, tu peux vivre dans le futur. Mais souvent, c'est l'un ou l'autre ou les deux, mais ici, il y a rien. Où est le présent là-dedans? Où es-tu? Ici et maintenant, c'est quand même l'endroit où il faut être. Parce que ton problème là, si tu vis entre ton passé, entre le passé et le futur, c'est que t'es jamais là. Et revenir au présent, c'est ce dont tu as besoin, OK? Parce que il est indispensable pour toi de reprogrammer ton cerveau, et c'est pour ça que l'hypnose est pratique, parce que c'est rapide, pour te dire: «Le passé est terminé, c'est fini, je le revivrai plus». Même les moments cool, hein, malheureusement, on les revit plus. Et le futur n'existe pas encore, je peux rien y faire. Pourquoi je me préoccupe d'un truc dont je peux rien faire? J'ai beau tenter de contrôler, il y a plein de scénarios que je vais avoir. Il y aura un imprévu. Genre, tu as prévu un pique-nique, et il pleut, qu'est-ce que tu fais? Ah la météo avait dit qu'il pleuvrait pas. Bah ouais, mais il pleut, biche, qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui compte, c'est ce que tu vas choisir de faire maintenant, en fait. D'accord? Soit tu fais la gueule et tu dis: «Ouais, c'est trop nul, ça m'arrive qu'à moi et tout». Soit tu fais le pique-nique dans ton salon avec tes copines et tu passes une super après-midi. Dans trop nombreuses familles, on évite d'exprimer souvent les émotions, les sentiments. La tristesse, la colère, la solitude, la peur, la tendresse, etc. sont dissimulés ou retenus. Et c'est que dans les moments de crise, de peur ou de colère que les gens s'expriment vraiment. Être authentique dans tes émotions, c'est dévoiler tes faiblesses et ton imperfection. Et ça veut aussi dire, du coup, prendre le risque qu'on se détourne de toi,
Quand tu reçois ou que tu vis une émotion forte que tu veux tout de suite dégager, tu te coupes de toi-même. Rien ne peut t'atteindre. Sauf qu'il faut que tu apprennes à vivre ta colère, mais pas à l'enfuir, enfin la colère ou n'importe quelle émotion, mais ne pas l'enfouir sous des montagnes de gâteaux. Ce que tu fais aujourd'hui jusqu'à présent, en tout cas, c'est de dire, on verra plus tard, je peux pas craquer maintenant. Et au final, tu craques quand même, mais sur des biscuits. Tu peux être autre chose qu'une victime en apprenant à manger et en voyant que ton corps fait bien les choses. Tu vas de plus en plus développer ta confiance en toi, en ton corps, et t'apprends à respecter qui tu es dans ton intégralité, dans ton ensemble. Tu n'es pas responsable de la souffrance qu'on t'a infligée dans le passé, mais tu es responsable de la manière dont tu réagis en tant qu'adulte aujourd'hui à cette souffrance. Donne-toi le droit de vivre tes émotions. Pleurer sur des choses vécues, subies ou au contraire dont tu as manqué. Aussi longtemps que tu seras obsédé par ta silhouette et que ce sera ton seul critère de valeur, tu souffriras et tu te tromperas de direction. Qui nous amène à un sujet que je pensais pas forcément mettre de base dans l'atelier, mais en fait, j'ai trop de choses à vous raconter, c'est la souffrance. C'est très excitant de souffrir de sa relation au poids et au corps. Ne me prends pas pour une folle, mais perdre ou prendre du poids sans arrêt, toujours faire attention, être au régime, c'est un peu comme vivre sa vie sur des montagnes russes, au final. Certains jours, t'es euphorique, t'es trop contente, t'es fière de toi, tu te sens bien, et certains autres, bah, t'es déprimée ou t'es triste. Ça aussi, c'est très influencé par la balance, notamment, hein. Mais du coup, au final, tu connais jamais l'ennui. T'es toujours dans l'extrême, comme quand t'es dans le foutu pour foutu. Tu vois? Soit tu te détestes parce que tu te trouves trop grosse, en fantasmant sur que pourrait être ta vie quand tu seras mince ou si tu étais mince. Soit tu te dissocies et tu te goinfres jusqu'à en avoir mal au bide et te critiquer. La souffrance, chez certaines d'entre nous, est un art de vivre. Tant que tu n'es pas mince, tant que tu as cette obsession, tu possèdes une raison de justifier ta souffrance. Et cette douleur, elle peut être résolue. T'en as le contrôle et t'en es persuadé d'ailleurs. Sinon, t'aurais pas fait 49 régimes. On est bien d'accord. Si tu pensais que c'était foutu vraiment, tu tenterais plus. Mais ce qui est un peu dangereux dans ta manière de faire, c'est que tu nies tes vrais soucis. Ce dont on parlait, les émotions, la peur du rejet, de l'abandon, le regard des autres, le besoin d'être aimé, de t'aimer aussi. Tu minimises tes émotions et tu penses vraiment que ton plus gros souci, c'est la nourriture ou ton poids. Et donc, par conséquent, que si tu résous ce problème de nourriture ou de poids, tout ira mieux. En vérité, moi, ce que je pense, c'est que au-delà de la peur de grossir, etc., ce qui fait peur, c'est aussi d'imaginer ta vie sans tes problèmes de nourriture ou de poids. Parce qu'il ne restera plus que toi. Et ça, pour toi, c'est pas suffisant. En abandonnant tes soucis à la bouffe et à ton poids, tu te retrouves sans autre ressource que toi-même. En terrain inconnu, en fait, parce que tu passes jamais de temps seul avec toi-même. T'écoutes jamais tes besoins physiques, émotionnels, etc. Tu te trahis constamment. Tu ne te connais pas. Et il est temps d'assumer ton droit à la tranquillité. Et des fois, ça fait encore plus peur que de vivre toute une vie en se sentant triste et moche. T'es en train, là, ce soir, si t'es là à cet atelier, ou en train de le regarder en replay, de planter la graine de ton autonomie. T'es désormais libre de tes choix et responsable de toi-même, sans compter sur quelqu'un d'autre pour te libérer. La véritable souffrance, c'est pas de monter sur la balance en ayant pris des kilos ou du bide ou d'avoir mangé un truc que tu devrais pas. La véritable souffrance, c'est celle que tu ressens quand tu veux te débarrasser de tes émotions, quand tu te trahis constamment et que tu n'es pas toi-même. C'est pour ça que, en fait, il est important de remettre les choses au bon endroit. La vraie souffrance, c'est quand à 40 ans, tu as peur de dire ce que tu penses à ta mère ou à ton mec. C'est quand ton estime de toi, elle n'est liée qu'à ta silhouette. Alors, je dis pas que tu souffres pas de ces choses, mais simplement, l'obsession a pour fonction de te fournir un moyen de détourner ton attention de ce qui compte vraiment, tes besoins. C'est pas la blessure qui détermine ta vie, c'est la manière dont on y réagit.
Les cicatrices, oui, il y en a qui sont indélébiles et il est tout à fait inutile de vouloir les dissimuler ou les cacher. Cacher que t'es fragile ou que t'as été blessé. Tout le monde a été blessé. Et c'est pas pour minimiser ce que t'as vécu. C'est juste pour que t'entendes que t'es pas seul. Que des gens qui souffrent comme toi, des mêmes choses que toi, il y en a d'autres. Des gens qui peuvent te comprendre. Moi, je peux te comprendre. Tout le monde a été blessé. On en connaît tous des gens qui ont été trompés, trahis, qui ont perdu des proches, qui ont eu des parents qui ont divorcé, qui ont connu des gens alcooliques ou qui ont vécu des abus. Le souci, c'est pas d'avoir vécu des trucs pas cool. C'est que t'aies choisi de les garder et de les porter et que ça te pèse et de continuer de fonctionner avec alors que ça n'a rien à faire ici. Ça fait partie de ton histoire, de ton passé, mais laisse ça derrière toi. Les audios d'hypnose que j'ai mis sur le club aident aussi à ça. Tu vois? Donc, je terminerai sur la souffrance en disant que si t'as pas assez de temps pour toi, que t'as une vie à 100 à l'heure, une charge mentale de ouf, que t'es très sensible à ce qui t'entoure ou que t'es trop stimulé, ben, garde quand même en tête que manger, c'est une manière de t'occuper de toi. Tu t'accordes de l'attention en mangeant. Mais ça déclenche chez toi, malheureusement, des crises de culpabilité parce que t'as l'impression, inconsciemment, d'être égoïste. Alors que non. Donc, la question, est-ce que tu vas passer ta vie à attendre? Parce que le nombre de meufs qui me disent qu'elles se battent contre elles-mêmes, j'ai même une cliente, bah, c'est celle des 900 calories du début, qui m'avait dit, mais moi, je sais que je lutterai contre mon corps toute ma vie. Donc, on avait discuté de pourquoi elle était là, si au final c'était pour lutter. Donc, évidemment, ça s'est complètement apaisé là-dessus. Mais elle me disait au tout début, moi, je sais que le jour où j'aurai un cancer, si un jour j'ai un cancer et que je maigris, je serai contente. Bah, je suis désolée, hein, je lis pas l'avenir, tout ça, souhaitons-lui la santé, mais je suis pas sûre qu'elle sera contente si un truc comme ça devait arriver, tu vois? Donc c'est dire la puissance de cette illusion, OK? La haine de soi n'a jamais apaisé personne et toutes ces femmes, dont toi, qui viennent me contacter sont fatiguées, fatiguées de se battre, d'avoir peur, de faire attention. Mais la différence avec les autres, c'est qu'elles sont déterminées. Elles ont choisi de vivre quelque chose de différent. Et il y a vraiment une différence entre j'ai envie et j'ai décidé. Tu as envie de quelque chose, c'est de l'ordre du fantasme, ça reste une illusion. Tu as décidé, bah là, tu passes à l'action, quoi. C'est pas la même chose. Et ces femmes, elles ont décidé qu'elles voulaient profiter de la vie, manger ce qu'elles veulent sans culpabiliser, se sentir bien dans leur corps, faire la paix, se détacher de la balance. Et pour ça, moi, je leur explique qu'il suffit de 3 mois, en fait. Il suffit de suivre le programme pour amorcer ces changements durables. Parce que oui, souvent on parle des résultats, de la perte de poids, là là, c'est ouf, comment ça se fait et tout. Bon, bah, déjà là, tu as plein de pistes de comment moi je fonctionne. Mais surtout, bah, en fait, elles se reconnectent à elles-mêmes, tu vois? Et elles ont pris conscience que si elles ont accumulé, je sais pas, 17 kilos, ces, 20 dernières années, c'est pas en 3 mois qu'elles vont perdre leurs 17 kilos. Par contre, elles vont guérir des trucs. Elles vont choisir un chemin différent pour retrouver leur corps. OK? Elles se sont vraiment celles qui réussissent, en tout cas qui ont des résultats, importants surtout, enfin, c'est pas que les résultats sont liés à l'implication, mais celles qui réussissent à se transformer, au-delà du physique, hein, bien entendu, je parle, c'est celles qui sont engagées envers elles-mêmes et le programme. Elles ont respecté leur engagement parce qu'elles ont décidé et elles se sont investies et le mental, ça compte énormément. En fait, ce que je trouve beau chez ces femmes, c'est qu'elles ont confiance dans la meilleure partie d'elles-mêmes, celle qui a envie de se sentir bien. Et en 3 mois, on se concentre, bah, sur toi, sur tes besoins, tes émotions. On intègre tes aliments préférés tous les jours pour que tu aies du plaisir tous les jours, puis que tu aies plus peur et qu'au final, l'alimentation soit plus un sujet. Tout part des émotions, tout part des pensées, pardon. Il y a les pensées, les émotions et les actions. Si je te dis, bah, je sais pas, tu vas pouvoir vivre de te dire, bah, ce soir, je vais manger burger frites avec mes copines et j'ai confiance en mon corps pour gérer tout ça. Bah, tu te sens bien, détendue, confiante et en action, tu passes une bonne soirée. Alors, je vais pas aller dans le scénario négatif parce que j'ai pas envie d'imaginer des trucs comme ça, mais tu vois bien que si tu penses que ça va pas le faire, tu te sens pas bien et ça le fait pas. La liberté, c'est choisir comment tu veux vivre à chaque instant, en fait.
de te respecter ou de t'humilier, d'être honnête ou de te dissimuler derrière des excuses. Et ce changement, il n'arrive que quand tu fais le premier pas, quand tu as choisi de te choisir, en fait. Et ça, c'est la plus merveilleuse des choses que tu puisses t'offrir. Bon, et maintenant, concrètement, on fait quoi? Et alors, pour calmer, les craquages de l'alimentation, entre guillemets, «émotionnelle», même si tu as bien compris que se faire plaisir, c'est aussi ressentir des émotions positives, et ben, en mangeant assez. On revient à ma boucle du début. Tu pas besoin de faire de sport en plus et cetera pour relancer ton métabolisme. Donne à ton corps ce dont il a besoin et il fonctionnera mieux. Un corps qui fonctionne bien, c'est avoir de l'énergie, c'est avoir le mental apaisé, c'est mieux dormir, c'est avoir des sensations agréables dans le corps et retrouver, justement une mobilité et une faculté à faire les choses que tu as envie de faire. Il y en a plein des mamans aussi qui me disent qu'elles veulent faire plus de choses avec leurs enfants et qui y arrivent du coup. Donc si tu es encadré, si tu bosses avec moi, tu as des bilans personnalisés parce que c'est ton corps qui nous guidera. C'est à ton rythme, OK? Soit le chemin, c'est une perte de graisse et de centimètres uniquement, soit, ce qui n'arrive jamais, qu'il y en ait qu'un seul, soit relancer les fonctions qui allaient pas bien, sommeil, digestion, morale, énergie et cetera. Mais en général, c'est les 2 qui se passent, OK? Et la précision, c'est en te faisant plaisir tous les jours, hein. Ça, c'est hyper important pour ton équilibre, au quotidien, qu'il soit physique ou émotionnel, il faut que tu aies du plaisir. C'est obligatoire. Donc je voulais te montrer quelques résultats, OK? Même si, voilà, moi, je me concentre sur autre chose que uniquement les résultats, mais je sais que c'est important des fois pour toi de voir. Ici, tu vois qu'elles se sont toutes affinées. Donc et en 3 semaines, hein. Là, on est bien d'accord que c'est sur 3 semaines et elles mangent du coup les aliments qui leur font plaisir. Donc quel serait pour toi l'aliment que tu aimerais manger sans peur de grossir et en mincissant? Et là, je dis 3 semaines, c'est pas 3 mois, hein. C'est ce qu'elles vivent uniquement en 3 semaines déjà. Et tu vois que dès la première semaine, il y a toujours des choses qui se passent. Dans un mois, tu peux te sentir mieux dans tes fringues, dormir mieux, avoir moins mal au ventre, voir ton SPM diminuer drastiquement, et cetera. Dans 2 mois, tu peux avoir repris assez confiance en toi pour manger de la raclette le midi, kiffer ton marron suisse le soir et plus avoir de pensées intrusives. Tu vois? Dans 3 mois, manger de manière normale sans que la nourriture soit un sujet, sans compter tes calories. Parce que tu peux faire confiance à ton corps, tu peux continuer toute seule. Et en plus de ça, tu auras toujours accès, aux groupes, aux audios. En fait, tu n'es plus jamais seule. Du moment où tu rejoins le club, tu n'es plus seule. OK? Donc là, tu vois que, elles ont, je te montre les calories parce que tu vois bien qu'on n'est pas du tout sur des trucs, en déficit. Là, j'ai précisé, pas pour les autres, mais là, il y a plus 400 calories. Mais moi, je peux pas te dire combien tu vas perdre et en combien de temps. C'est vraiment ton corps qui sait et les promesses qu'on peut te faire de, perdre 2 kilos en 2 semaines, ce sont des mensonges. On peut pas c'est impossible de te promettre ce genre de trucs. Parce que c'est ton corps qui sait. Ici, c'est pareil. Bon, je t'ai mis d'autres exemples. Tu vois que chacune a, des fonctionnements qui sont différents et même si elles partaient toutes les 2 du même point, même âge, même job, même corpulence, on ne va pas fonctionner pareil parce que, ça dépend de la vitesse des hormones, de la réaction métabolique de ton corps et cetera. Là, ici, alors, si tu es dans le replay, tu ne verras rien parce que, je ne souhaite pas partager les photos de mes clientes dans le replay, mais par principe, chaque organisme est différent et on a besoin de savoir, d'où tu pars et cetera, et surtout de respecter tes besoins. Mais donc les choses que je t'ai dit au tout début, c'est que moi, je ne fais pas de déficit calorique, on n'ajoute pas de sport et elles voient qu'elles n'ont plus de craquage souvent dès la première semaine. Là, c'est un autre exemple. Alors, c'est sur la totalité du coaching. Ici, on a augmenté de 1000 calories. C'est la première fois qu'on augmente autant. Le top 2, c'est plus 800. Mais là, tu vois qu'on est à moins 6,7 kg, moins 11 centimètres, rien qu'au niveau du ventre, en mangeant des trucs de fast-food, en n'ajoutant pas de sport. Alors, il y en avait déjà de base, mais on n'a pas rajouté, en partant en vacances, etc. Donc, ça, c'est juste la vraie vie, en fait. Ici, on est à plus 400 calories. Alors là, le coaching n'est pas terminé encore, mais tu vois qu'on est à moins 8 centimètres de tour de taille, moins 3,5 kg et au total, moins 31 centimètres puisque du coup, bah, tu vois, les hanches, on est à moins 10. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de changements en mangeant plus, je te rappelle, hein. Donc après, je te dis pas le rythme parce que là, c'est juste à titre indicatif, mais il y a des semaines que tu ne vois pas. On monte pas comme ça, les choses, c'est vraiment le corps qui nous guide. Et donc là, j'ai mis des Kinder tous les jours parce qu'elle n'en mangeait pas avant et elle s'est fait plaisir depuis.
Donc si tout ça te parle, que tu aimes bien mon approche, que tu as envie de perdre ce gras et surtout ce poids qui te pèse et que tu as un sens de l'humour incroyable, bien entendu, je te laisse rejoindre le club des bombasses pour te sentir mieux dans ton corps, ok? Le but, c'est justement qu'on mette en place toutes les choses auxquelles je t'ai sensibilisé aujourd'hui, que ce soit de manger plus, de te respecter, d'écouter tes émotions, ton rythme, etc. Et tout ça, en 3 mois, ça se règle assez facilement. Le but du coaching, c'est de t'apprendre à manger pour redevenir une mangeuse intuitive. Donc voilà, quand tu as appris à conduire au début, tu pensais à plein de trucs et puis après, c'est devenu normal. Là, c'est pareil, tu vas apprendre à répondre à tes besoins pour ensuite que ce soit juste normal. Autre chose, c'est t'aider à perdre du gras en relançant ton métabolisme s'il y en a besoin. Mais de toute façon, il y a toujours des choses qui se passent, hein, que ce soit perdre du gras si tu en as beaucoup à perdre. Et j'ai envie de te dire, même celles qui n'ont pas objectivement beaucoup enfin, en fait, objectivement, elles n'ont rien à perdre, hein, on va pas se mentir, mais qui ont ce besoin de se reconnecter à leur corps, perdent quand même des centimètres. Donc de toute façon, ça fait partie des choses qu'on ne contrôle pas et des surprises arrivent des fois. Et enfin, te permettre de t'affiner en mangeant de tout. Donc manger de tout, ça veut dire, manger assez, manger, des aliments, industriels, des aliments bruts, des trucs sucrés, moins sucrés et cetera. Mais tout ça, c'est un équilibre en fait, OK? La petite précision, c'est que le coaching te permet d'avoir une vie sociale. Moi, j'en ai ras-le-bol des méthodes qui te disent de suivre un plan strict et cetera, où tu transpires de l'arrêt si tu sors avec tes copains ou tu pars en vacances. Là, c'est la vraie vie, OK? Il y a un équilibre à mettre en place au début, tu es guidé, tu jamais seul, mais tu peux faire ce que tu veux, en fait. Tu as une vie sociale et c'est normal, ça fait partie de la vraie vie. Concernant le contenu du coaching, donc tu as un espace avec des vidéos que je rajoute régulièrement, là je vais encore en rajouter certaines, qui t'expliquent comment gérer la vie sociale, garder la motivation, répartir ton assiette, etc. Tu as aussi des bilans personnalisés toutes les semaines avec moi. Alors pour information, parce qu'on m'a posé la question, les bilans, ils sont sous format audio. Donc il n'y a pas de séance avec moi où on doit bloquer 1 heure ensemble, etc. Moi, c'est pas ma manière de fonctionner. J'aime être libre, de la souplesse et tout. Donc j'enregistre, je te fais ton retour nutritionnel et tout ce dont on a besoin d'aborder ensemble 1 fois par semaine. Et cet audio, l'avantage, c'est que tu peux l'écouter quand ça t'arrange et autant de fois que tu le souhaites. Il y a des filles qui écoutent des fois mes vocaux plusieurs fois, 2, 3 fois, parce qu'elles ont, besoin d'entendre, parce qu'elles prennent des notes, parce que voilà, chacune fait ce qu'elle veut. Mais je pense que c'est important d'avoir cette liberté-là. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aime fonctionner. Donc évidemment, ces bilans, on va voir d'abord d'où tu pars, comment tu fonctionnes, pour ensuite, amener, cet équilibre pour que tu puisses te sentir bien. Ensuite, tu as une communauté sur Discord, donc c'est une petite plateforme où on discute au quotidien. Les meufs sont exceptionnelles, je les adore. On écrit dessus tous les jours, on se donne des nouvelles. Celles des sessions d'avant sont restées aussi. Donc évidemment, toi, tu auras accès encore après. La seule chose en fait qui s'arrête au bout des 3 mois, c'est les bilans avec moi. Mais tout le reste, tu y as encore accès. Le carnet de bord. Le carnet de bord, il n'y a rien de particulier à dire dessus, si ce n'est que c'est l'outil qu'on va utiliser pour faire ton suivi. Les audios de relaxation, alors là, actuellement, il y en a 30. C'est toutes mes années de formation et d'efficacité regroupées là-dedans. Donc, si tu le souhaites, on peut faire des séances d'hypnose ensemble en plus. Mais en fait, ces audios-là, c'est comme des séances qui ont été fractionnées pour que tu puisses efficacement faire les changements dont tu as besoin. Donc, évidemment que c'est hyper, hyper utile. Et les filles ont leur préféré. Donc, de toute façon, tu choisiras les tiens. Autre chose que je te donne, c'est le livre des recettes de la flemme en PDF. Alors moi, j'aime pas cuisiner, ça me gave, mais j'aime bien manger, j'aime me faire plaisir et ici, c'est pas un plan alimentaire avec les macros, les machins, c'est juste pour que tu puisses plus me dire que t'as pas le temps de cuisiner. Là, c'est de l'assemblage, c'est des trucs goûtus qui sont bons et tu vas voir que, en fait, c'est très, très facile à mettre en place et c'est surtout très bon et ça va t'alléger la charge mentale aussi. En plus, depuis la session dernière, là, je rajoute à chaque fois une experte qui vient pour aborder différents sujets. La dernière fois, c'était le conseil en images. Là, peut-être que ce sera sexologue ou coach sportif ou naturo. Je sais pas exactement. J'ai pas encore choisi. C'est pas décidé officiellement. Mais le but, c'est que tu
soit boosté en fait, que tu aies, justement, l'expertise de quelqu'un qui n'est pas moi, qui a un autre domaine d'expertise et que tu puisses, te sentir, de mieux en mieux, en récupérant des choses comme ça qui pourront t'être utiles sur ton chemin. À la sortie du coaching, alors attends-toi à manger de manière intuitive, c'est-à-dire à plus te prendre la tête avec la bouffe, d'avoir amorcé une perte de gras et de centimètres qui va s'inscrire dans le temps. Ça, c'est sûr. C'est ce que je te disais, en fait, faut que tu laisses à ton corps le temps de te montrer. Il va le montrer très vite, mais si tu as tes 20 kilos en plus, même si on ne chiffre pas les choses, mais ça peut pas se perdre en 3 mois, hein. C'est même très malsain de perdre aussi vite. Donc ça va prendre le temps que ça va prendre, mais de toute façon, tu es accompagné. Donc tout va bien et te sentir mieux dans ton corps. Le coaching de groupe, donc c'est 3 mois d'accompagnement. Alors c'est donc un coaching, un bilan toutes les semaines, des audios, des vidéos. Tu as la communauté, il y a moi aussi et les bonus dont je te parlais. Donc les bonus, c'est l'atelier, le carnet et puis le livre de recettes. OK? Donc, tu peux payer en 3 fois, 3 fois 266 euros, ou si tu as besoin, donc ça nous fait 800 euros pour le suivi, tu peux aussi le régler en 5 fois si tu as besoin. Moi, je veux pas que ce soit un frein, j'ai aucun sujet tabou, on peut parler d'argent et tout. Si en 5 fois c'est mieux pour toi, on fait en 5 fois, c'est vraiment très personnel. Et là-dessus, moi, je suis très ouverte. Ce qui compte, c'est que tu puisses te sentir mieux. Ça, c'est l'objectif final. Et, et voilà, ok. Je te précise un truc, c'est la dernière opportunité d'avoir le suivi à ce prix-là. À partir de, alors déjà, c'est la dernière session de 2025, donc c'est l'occasion pour toi là de te dire que 2025 ça aura été l'année du changement et de la reconnexion à toi. Mais à partir de janvier, j'augmente les tarifs. Donc si tu veux avoir le suivi pour ce tarif-là, prends-le maintenant parce que ce sera vraiment la dernière chance de l'avoir à ce tarif-là. Ok? Les conditions d'entrée, alors pas de TCA ni de troubles hormonaux, ou alors tu m'écris pour qu'on en parle. J'ai besoin de comprendre un petit peu où t'en es. Tu acceptes de travailler avec les calories pendant un temps limité. Tu laisses à ton corps le temps de lâcher prise et de relancer ton métabolisme. Tu t'engages à suivre mes conseils et à investir du temps pour toi et ton bien-être. Alors, on m'a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire investir du temps? C'est en fait, il n'y a pas de, tu sais, d'atelier, de trucs bloqués toutes les semaines ou tous les mois. C'est vraiment, toi, en fait. Si je te donne des exercices en disant, tu sais, pour ton sommeil, il faudrait que tu fasses ça. Pour ton système nerveux, il faudrait que tu fasses ça. Pour l'alimentation, peut-être que tu pourrais, je sais pas, j'en sais rien, prévoir ta journée de demain, ça te rendra service. C'est ça d'investir du temps. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ça demande de t'investir. Ça, c'est sûr. Les questions fréquentes, on va faire rapidement parce que je pense qu'il y a pas forcément besoin, tu me les poseras si tu en as en plus. Si tu manges déjà trop, il y a aucun problème en fait, c'est juste que ton corps ne sait pas quoi faire de ce surplus, donc ça marche quand même, on verra ensemble. Le taux de réussite pour toi ça dépend de ton corps, de ton implication. Si tu fais, la moitié des exercices que je te donne ou que tu n'enregistres pas tes calories, heu, ben tu perdras ton temps en fait parce que ça ne sert à rien de faire les choses à à 20%, tu vois. Si tu veux des résultats à 100%, il faut que tu y ailles. Ça dépend de ta régularité, etc. Avoir la méthode, ça suffit pas, hein, il faut passer à l'action. Est-ce que tu peux rejoindre en cours de route? Non. Est-ce qu'il y a des recettes ou plans alimentaires dans le coaching? Il y a des recettes maintenant, mais c'est pas du tout un plan alimentaire. Des recettes, il y en a plein internet. Tu trouveras ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Est-ce que tu vas compter les calories toute ta vie? Non. C'est vraiment un temps limité, c'est environ 8 semaines maximum. Et puis voilà. Donc, tu peux t'inscrire, candidater sur le lien que j'ai partagé là, qui est en dessous du replay. Le but, c'est que tu prennes ta place si tu penses et que tu ressens et que tu es sûr que, en fait, tout ça te parle. Ce temps d'échange qu'on a eu ensemble, ça vibre en toi. Il y a quelque chose qui te dit que c'est le moment, c'est une méthode qui est différente et que tu vas te sentir bien. Et moi, je peux t'assurer que tu vas te sentir bien. Donc, soit tu continues comme tu l'as fait jusqu'à présent, à te morfondre sur ton poids, à rester obsédé par ça et à te trouver dégueulasse et te critiquer constamment. Objectivement, j'ai pas de jugement là-dessus. C'est-à-dire que si vraiment tu en as encore besoin pendant un certain temps, parce que c'est comme ça que tu as fonctionné et tu continueras de fonctionner comme ça, fais-le, il y a pas de problème. Mais par contre, si tu as envie de tout mettre en place pour que ça change
en étant accompagné pendant 12 semaines pour atteindre ton objectif, mincir, relâcher la pression et te sentir mieux dans ta peau, redevenir une mangeuse normale, ben, il est temps de se sortir des doigts du boule et de vivre libre. La question, c'est de savoir si tu te considères comme quelqu'un capable de diriger ton destin ou quelqu'un qui doit le subir et qui n'a pas le droit à la parole. Ok? Donc, je te laisse t'inscrire, on se tient au courant. Officiellement, il y a 10 places qui sont ouvertes. On commence le 22 septembre. Donc, tu as quelques jours pour t'inscrire. Il ne reste plus que 8 places. Donc, remplis vraiment le formulaire. Celles qui veulent relancer leur métabolisme pour manger plus, sans grossir et se sentir mieux, c'est maintenant. Moi, je réduis toujours les places à 10 maximum parce que je veux continuer de suivre à la hauteur de l'investissement que je mets et je m'investis à fond. Donc, tu verras bien. De toute façon, tu seras boosté, c'est sûr. Et je te recontacte si tu candidates pour intégrer le coaching. Moi, je ne travaille que avec des meufs positives. Même si elles se chient dessus à l'idée d'y aller, on y va, saute et je te rattrape. Mais par contre, il faut que tu aies choisi de le faire. Et puis, je veux être sûre que le coaching te corresponde aussi. Ok, c'est pour ça qu'il y a une étape de candidature. Il y a 77 inscrites donc là sont actuellement en train de regarder le replay avec toi. 8 places sur 77, ça fait vraiment pas beaucoup. Donc je t'invite sincèrement à candidater et à remplir le document dès maintenant. Tu cliques sur le lien. De toute façon, je reprendrai contact avec toi. Et puis on se dit à très bientôt, ma petite bombasse. Merci d'avoir été présente et puis à plus dans le club si tu nous rejoins. Allez, ciao.